Bonjour vous. Bon, vous l'avez peut-être vu sur certaines vidéos d'Iconoclast, j'aime bien platiner des jeux. C'est un truc que j'essaye de faire, je suis pas toujours extrêmement régulier, et j'ai jamais trouvé de moyen, on va dire, correct de pouvoir vous partager ça, en sachant que je suis pas non plus un foudre de guerre en termes de compétences vidéoludiques, que j'ai parfois tendance à éviter un peu les jeux trop compliqués, ou les platines trop compliquées, mais c'est quelque chose que j'adore. Des comptes PlayStation, j'en ai eu plein. Dès la PlayStation 3, j'en ai eu un, où j'ai essayé de faire 2-3 trucs. J'avais notamment le fameux platine de Wipeout. C'était une de mes plus grandes fiertés de platiner Wipeout HD. Puis quand je suis passé à la PlayStation 4, j'ai encore changé de compte 2 fois. Parce que j'avais déjà essayé de faire un compte un petit peu plus clean. Et il y a peut-être 2 ou 3 ans, je me suis lancé à nouveau dans cette aventure-là en essayant de faire un compte qui aurait 100% de complétion. Je sais, c'est un peu monomaniaque. Et alors même que j'avais laissé tomber ce nouveau compte pour me reconcentrer sur le précédent pour avancer sur le travail, qui consiste à finir le plus de jeux possible sans forcément savoir si on a fait le 100% ou pas, parce que je testais énormément de jeux, parce que je voulais en parler sur Iconoclast, et on va dire que depuis que j'étais un petit peu dégoûté, on va dire, des jeux occidentaux, j'en avais parlé sur la vidéo sur Singe Pourpre, depuis que j'ai fait, on va dire, une overdose de jeux vidéo en essayant de boucler un backlog, je suis revenu sur cette idée-là de refaire du 100%. Et je me suis remotivé à le relancer. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous en parler, de commencer une nouvelle chaîne à partir de ce compte-là qui était vaguement laissé, on va dire, à l'abandon, pour pouvoir vous proposer un contenu qui me plaît, qui me fait vibrer, même si il y a quelques mécaniques, on va dire, un peu inquiétantes sur ma façon d'envisager le 100%. Ah, et vu qu'on est sur des disclaimers, j'ai eu pas mal de petits problèmes que je vous expliquerai en cours de route sur l'enregistrement de cette première vidéo, qui est donc une vidéo de clean de compte avec seulement 4 jeux à clean, notamment des rushs perdus que j'ai essayé de remplacer comme j'ai pu, mais je peux vous assurer que tous les jeux que j'ai présentés ici, je les ai terminés à 100%, c'était pas les plus compliqués du monde, mais c'est ma petite fierté à moi. J'ai déjà fait l'histoire de Visions of Mana il y a déjà 1 an, et je l'avais testé sur Singe Pourpre. C'était un jeu que j'avais plutôt bien apprécié, mais qui m'avait quand même laissé pas mal sur ma faim, notamment sur des questions de scénario, si je me souviens bien de mon test de Singe Pourpre. Je le trouvais un peu naïf, mais naïf pas dans le bon sens, dans la mesure où je trouvais les personnages un peu cons. Ça, c'est des choses qui arrivent, c'était en tout cas le sentiment qu'il m'avait laissé, mais aussi sur le gameplay, où je trouvais que c'était dommage qu'il s'ouvre autant, notamment sur la fin, alors que pendant toute l'aventure principale, on était très enfermé dans des mécaniques qui, de prime abord, paraissent un peu simplistes. Mais ce qui veut dire que j'ai déjà fait ce jeu, et que j'avais déjà tenté malgré tout de le platiner. Ce qui veut dire que la plupart des trophées du jeu, en fait, étaient déjà faits. J'ai pas débloqué le platine, mais du reste, c'est déjà fait. J'avais déjà récupéré toutes les élémentalines, j'avais déjà récupéré la plupart des collectibles du jeu, même tous les collectibles du jeu, toute la thune qu'il fallait pour débloquer les trophées. J'ai fait mumuse avec les échanges de noyaux animiques, parce que c'était un trophée qui était nécessaire pour ça. Vous savez, les noyaux animiques, c'est les gemmes qu'on récupère parfois après avoir vaincu un monstre. J'étais même allé jusqu'à vaincre Aevzela, donc le gros dragon qui est en post-game, donc sur un chapitre supplémentaire du jeu, en difficile, pour débloquer le trophée or, tuer la coquille dans l'œuf. Je me souviens que c'était sacrément compliqué. Je repréviens à nouveau, tant qu'on y est, mais toutes les images que vous allez voir dans cette partie-là ne sont absolument pas de moi. Pour plusieurs raisons. Petit 1, la dernière fois que j'avais joué à un jeu, c'était il y a 1 an, donc tout ce qui va être les rushs de tous les trophées que j'avais débloqués jusque-là, je les ai plus, parce que je suis pas le genre de gars à conserver mes rushs, malheureusement, et ça fait partie des rushs aussi que j'avais pas upload sur la chaîne YouTube Le Test, dans laquelle je publie en général les rushs des vidéos que je vais utiliser pour des tests ou pour illustrer du Iconoclast. Et surtout, petit 2, à ce moment-là de mon petit défi, j'avais pas l'intention d'en faire une chaîne YouTube, c'était vraiment juste pour moi. L'idée de refaire une chaîne à côté pour vous parler de platine, c'est revenu un petit peu plus tard, en fait tout de suite après. La difficulté de retourner sur Visions of Mana en 2025, 1 an après, elle est un peu de ma faute,
comment dire, j'ai changé de console. Ça paraît anodin comme ça, mais quand t'es pas abonné au PlayStation Plus, tu n'as pas accès au cloud des sauvegardes, ce qui est une horreur. Je trouve que c'est abominable de fonctionner comme ça, de rendre payant le cloud des sauvegardes. Ça devrait être gratuit pour tout le monde. Ce qui veut dire donc que j'ai perdu ma sauvegarde, celle sur laquelle j'avais vaincu Zaev à Lava, là, je sais pas quoi, et où j'avais quand même débloqué pas mal de choses. Enfin, ma sauvegarde qui m'a permis de débloquer l'essentiel des trophées. Mais j'étais motivé. Du coup, j'ai tout refait depuis le début. J'ai quand même tout recommencé le jeu. Ça a failli pas se faire, hein, mais j'ai tout refait. En 12-13 heures d'une traite, en passant toutes les cinématiques, j'ai re-terminé Visions of Mana. Et donc, une fois que j'ai re-terminé le jeu, pour rien, parce que j'ai rien gagné pour reterminer le jeu. Heureusement qu'il n'y a pas de trophée pour faire un New Game Plus. Tiens, je suis en train de penser, mais bon, une fois que je l'ai terminé, je me suis dit on va se récompenser, on va faire 2 trophées plutôt faciles que j'avais jamais débloqué. C'était Esprit Végétal Omniscient et Reine des Flots Omniscient. Alors ces 2 trophées comme ça, peut-être qu'ils vous disent rien, mais qui sont en fait parmi... je crois il y a 6 autres trophées, parce qu'en fait c'est lié à des personnages et qui consiste juste à débloquer toutes les classes des personnages. Donc Palmina et Julei, que je n'avais jamais fait pour ces personnages. Ouais, je sais, c'est débile, mais bon, ça me motive après 12 heures à se refaire un jeu d'une traite, on va dire. J'aurais pu le faire avant, mais je l'avais jamais fait, donc au moins ça c'est fait. Le truc auquel par contre je m'attendais pas trop, c'est que j'allais devoir me refarcir quasiment 100% des collectibles du jeu pour pouvoir progresser et reprendre en fait la chasse au trophée sur de bonnes bases. Parce que disons que là on va reprendre le fil de notre histoire, mais il y avait bien un trophée qui m'avait provoqué une flemme immense l'année dernière, c'était le trophée inarrêtable. Ce trophée consiste en terminer tous les foyers des esprits. Et pour terminer les foyers des esprits, il me faut une équipe solide, donc récupérer toutes les élémentalines, parce que les élémentalines me permettent de récupérer des points pour débloquer des compétences et donc avoir des builds optimisés, parce que je le rappelle, mais à la fin du jeu, les compétences, on va dire, se décloisonnent entre chacune des classes, ce qui permet d'avoir des personnages beaucoup plus forts et beaucoup plus versatile. Et du coup, il me faut refaire ces élémentalines pour tout débloquer, puis trouver tous les foyers mineurs qui sont sur la carte, parce que tu ne peux pas faire de foyer majeur si t'as pas fait les foyers mineurs avant. Les foyers mineurs, ça va, c'était pas trop compliqué. Par contre, les foyers des esprits pour le trophée inarrêtable, ça c'était une autre paire de manches. Alors ça dépend aussi, encore une fois, des éléments pour y arriver. Il y en a des plus casse-pieds que d'autres, je pense notamment au foyer de l'eau, que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. J'ai si peu de temps pour le boucler, c'est moins d'1 minute. J'ai dû utiliser Palmina pour clean les crabes qui meurent super vite et espérer arriver dans les temps sur la dernière vague pour claquer l'ulti de Morley sur un boss qui, pour le coup, se tuait beaucoup plus lentement que d'habitude. Je me souviens que le feu aussi, c'était pas très marrant, parce que tous les ennemis sont immunisés aux dégâts physiques. Ah super, c'est très marrant, hein. Va falloir envisager de jouer un personnage qui fait des dégâts magiques. Dans un action RPG, je trouve que la magie, c'est jamais les trucs les plus fun, hein. Cela dit, voilà, j'en fais peut-être des caisses. C'est vrai qu'il y en avait qui étaient un peu casse-pieds, mais c'était quand même moins compliqué que prévu. Je me suis rendu compte que j'avais mis ça de côté pour de mauvaises raisons. C'était moins angoissant à faire que prévu, c'était même plutôt agréable et plutôt satisfaisant à gérer. Merci quand même la communauté de Visions of Mana pour proposer des builds et des vidéos d'aide sur des trucs que j'aurais peut-être eu un peu plus de mal à faire sans. Ça aurait été plus retors pour moi, après avoir tout bouclé. Donc le trophée est enfin tombé. Par la suite, je vous ai dit qu'il fallait que je refasse quasiment 100% des maps. Et c'était pour une autre raison aussi, c'est que fallait que je tue tout plein de monstres uniques, tous les monstres uniques du jeu. Il y avait des monstres uniques qui traînaient sur la carte tout seul et que j'avais jamais battus, donc il fallait que je puisse à nouveau les faire. C'est reparti pour revisiter toutes les maps. Heureusement avec un guide, hein, je l'aurais pas fait tout seul sinon. Hein. C'était pas bien compliqué pour fendeur de monstres uniques, surtout en post-game, parce que quand même il y a certains monstres uniques qui sont forts dans des zones de débutants, parce qu'ils sont sur un niveau trop élevé pour vous. Mais quand t'as fini le jeu et que t'es quand même à un niveau suffisant pour battre les derniers défis du jeu, ça va, y a pas de quoi s'inquiéter. Faut juste bien se repérer sur la map, faire un rasage méticuleux, faire attention aussi qu'il y a certains monstres uniques qui ne se débloquent
qu'avec certaines quêtes, fort heureusement, les quêtes liées aux monstres uniques sont toujours juste à côté de là où les monstres uniques sont censés pop. Ne me restait alors plus pour terminer Visions of Mana et le platiner qu'à avoir 2 trophées qui allaient tomber exactement en même temps. Chasseur de lapines et monstrologue. Chasseur de lapines, c'est l'ultime combat du jeu. C'est le combat le plus difficile. On va combattre un lapine noir sous coque. Les lapines, c'est les monstres signature, on va dire, de la série Mana, puisqu'on les retrouve un petit peu tout le temps. C'est le combat le plus exigeant, mais qui peut se faire en facile, contrairement au gros dragon, donc ça va. Et vu que je suis un peu lâche, je l'ai fait en facile. Plus il perd des points de vie, ce bourg, et plus il devient incontrôlable, avec des phases terriblement chaotiques. Faut donc être au bon niveau, avec de bonnes séances de farm, ce pourquoi d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais très vite dans mon refaisage du jeu, j'ai dû récupérer tous les petits cactus, parce que Petit Cactus, c'est une des mascottes aussi de la série Mana, qui se cache dans les décors qu'il faut retrouver et qui vous donne des bonus. Alors ça peut être des compétences, mais ça peut être, et là c'est déjà un peu plus intéressant, des bonus d'expérience. Si vous trouvez suffisamment de petits cactus, vous n'êtes pas obligé de tous les trouver, mais vous aurez quand même un bonus de x2 XP. Autant vous dire que ça fait du bien x2 XP, parce que sinon le jeu est quand même assez chiche en matière d'expérience. J'avais déjà le trophée pour trouver tous les petits cactus, mais j'ai dû retrouver une bonne partie d'entre eux pour ce bonus, parce que c'est tellement abusé, et ça peut arriver tellement vite que s'asseoir sur de l'expérience x2 des 1/3 de l'aventure, c'est juste inconcevable. Donc je disais, Lapine Noire, le boss qui te donne le plus de fil à retordre du jeu, c'est un véritable test final pour voir si tu as compris les mécaniques du jeu, si tu maîtrises tes personnages et tes compétences, en tout cas bien plus que les défis des foyers élémentaires, dans la mesure où là c'est un vrai combat et qui peut être relativement long aussi. C'est après un combat relativement éprouvant, même en facile, après être mort plusieurs fois, que j'ai enfin débloqué le Lapine Noir. Et puisque le Lapine Noir est un monstre, au même titre que tous les autres monstres du jeu, et même le dernier du bestiaire, du bestiaire entier, et bien c'est donc au même moment que j'ai débloqué Monstrologue pour avoir bouclé, enfin, un an après, l'entièreté du bestiaire de Visions of Mana. Et donc vu que j'ai eu tous les trophées, c'est au même moment aussi que j'ai débloqué le platine. C'était finalement beaucoup plus rapide que prévu, tout juste 17 heures pour Clean Visions of Mana, en sachant que j'ai dû refaire le jeu, mais ça m'a permis d'avoir un avis peut-être un petit peu plus mesuré à la fin. On va dire que le gameplay a pris, mon amour que j'ai pour le gameplay a pris le dessus sur les réticences que j'avais sur le scénario. J'ai dû refaire le jeu, je le trouve toujours sincèrement bête, je trouve c'est dommage qu'il aille dans ce sens-là, mais en prenant les choses, en sachant en avance comment ça se déroule et en prenant les choses avec un petit peu plus de philosophie, je l'accepte tel qu'il est. Je trouve que Visions of Mana est un très bon jeu, et rétrospectivement je trouve ça dommage qu'il ait eu à subir le traitement qu'il a eu sur sa sortie avec la fermeture du studio Uka à cause de Tencent notamment. C'est une bonne expérience et je suis content d'être retourné dedans. Par contre, il y a un truc sur lequel je ne m'attendais pas à être autant, pas en colère, mais aigri, on va dire, sur le gameplay à proprement parler. C'était un point que j'avais soulevé dans mon test, sur le fait que la richesse de son gameplay ne se dévoile qu'une fois que vous avez terminé le jeu. Je lui en veux d'autant plus que maintenant que je suis vraiment allé au bout du jeu et de tout ce qu'il avait à proposer, notamment sur les défis les plus compliqués, je trouve ça dommage que le jeu se soit lui-même stoppé et se soit empêché de déployer la richesse de son gameplay sur l'expérience de base. Et ça, je lui en veux énormément. Je trouve que c'est très bête d'avoir fait ça, parce que c'est un très bon gameplay. Pourquoi se priver de bonnes mécaniques et d'un bon gameplay sur l'entièreté du jeu et de se le réserver à une frange de la population très réduite qui va vouloir aller platiner le jeu? Ça, je ne me l'explique pas. C'est mon premier jeu clean sur ce compte pas si vieux du tout, mais qui avait quand même déjà des lacunes. Et je me suis parti direct sur un autre que j'avais arrêté à peine l'avoir entamé à cause d'une totale incompréhension. Ouais, je sais pas, il y a un truc sur le moment, c'était peut-être pas le bon mood, alors que c'était finalement pas si compliqué que ça. Sur ce compte, j'ai terminé les 4 premiers Final Fantasy que j'ai en version Pixel Remaster
et j'en ai fait le platine. C'est pas une très grande fierté, c'est très sympa à faire et c'est surtout très facile. Les 2 premiers, c'est l'affaire de 11 à 12 heures. Le 3e, une quinzaine d'heures. Et le 4e, ouais, tout pareil. L'expérience de ces platines-là, elle est facile et un peu redondante, je dirais. Il y a beaucoup de manquables, notamment sur les coffres. Sur le bestiaire aussi, parce qu'il y a beaucoup de zones dans lesquelles vous n'allez foutre les pieds qu'une seule fois. Mais on va dire que ça passe, parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des expériences relativement courtes, entre 10 et 15 heures par jeu pour les 4 premiers Final Fantasy. Vous rajoutez à cela que c'est globalement des bons jeux, surtout les Final Fantasy 3 et 4, et ça en fait des platines très agréables à faire de manière générale. Par contre, Final Fantasy 5, ça s'annonce déjà comme le plus long que j'ai eu à faire jusque-là, en termes de Final Fantasy, je veux dire, parce qu'il fallait environ 30 heures pour terminer, avec les options de Quality of Life activées. Vous savez, hein, l'accélération des combats, tout ça, double XP, quadruple XP, tout ça, pour exactement le même pattern de trophées à débloquer, à savoir les trésors, les monstres, les objets uniques, et qui sont tous manquables. Donc 30 heures à bien vérifier si on a tout compris, si on a tout pris. Et ouais, bah ça s'annonçait quand même relativement stressant. En vrai, c'est pas ultra fun comme trophée. La première fois que j'avais tenté mon aventure dans Final Fantasy V, je me suis fait avoir. Par 2 choses, je dirais. La première, c'était le mood dans lequel j'étais, de devoir absolument vouloir faire FF5 pour le platiner. Je pense que c'était une mauvaise idée parce que Final Fantasy V a d'autres choses à proposer que juste son platine, vu qu'il n'en proposait pas de base. Le deuxième point, c'est que je me suis emmêlé les pinceaux sur pas mal de choses, notamment sur les collectibles qu'il avait à faire récupérer en plus. Il y a toute une partie de l'aventure qui se concentre sur les magies bleues. C'est une nouvelle mécanique de Final Fantasy V que je n'avais pas comprise au début. Je trouvais que c'était un petit peu confus. Il fallait récupérer des magies particulières qui demandaient d'avoir un certain niveau divisible par X ou par Y. Et j'avais rien compris, mais rien du tout. Je m'étais retrouvé une situation en début de partie où il fallait que je farme de ouf parce que j'avais pas le bon niveau que j'avais dépassé depuis un petit moment, alors qu'il me fallait un niveau divisible par 5 et c'était super long, même avec les options d'accélération et de confort de jeu. Bref, ça m'a saoulé et j'ai rage quitte le jeu pendant 1 an. J'ai donc commencé par essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionnait très exactement, en sachant que j'étais bloqué par l'obtention d'une magie en particulier, Hades, qui ne peut savoir qu'avec un personnage au niveau divisible par 5, donc 20, 25, 30, 35... Bon, finalement j'ai compris quand même, hein. Déjà j'ai commencé par, lorsque j'ai recommencé mon aventure, par ne pas activer l'option tout de suite d'XP x4 pour maîtriser ma progression et pas me retrouver face à un mur de grind inattendu pour pouvoir avoir des alliés qui puissent avoir un niveau divisible par 5. Et j'ai dû faire aussi attention à ce que seulement maximum 2 de mes alliés qui ont la compétence apprentissage du mage bleu soit avec un niveau divisible par 5. Parce que Hades c'est du one shot pour toute l'équipe sinon. Et ça peut être problématique parce que t'apprends rien si ton équipe elle meurt. Comme vous l'avez bien compris, oui, j'ai recommencé une partie pour y voir plus clair déjà. Mais aussi parce que de toute manière, comme pour Visions of Mana, ma vieille sauvegarde, elle était dans les lins du cloud ou je ne sais pas où sur une console que j'avais vendue et qui de toute manière avait été remis en état d'usine. Ah, c'est les joies du cloud, on s'en remet toujours pas, hein. Donc j'ai pas eu à débloquer les premiers trophées que tu débloques dans l'aventure, mais bon, c'était quoi, l'affaire de 6 heures on va dire, et qui sont liées à l'histoire. Donc il y avait nouveau départ, soif de connaître essence du vent, dévouement, essence de l'eau, et bravoure, essence du feu. Voilà, l'histoire elle est très simple et nous raconte le périple des guerriers du cristal qui tentent de comprendre pourquoi les cristaux perdent leur énergie, causant le dépérissement de la planète. C'est assez basique, sauf que on y met un petit peu plus les formes dans Final Fantasy V. C'est un retour aux sources de Final Fantasy après Final Fantasy IV, qui était peut-être un petit peu plus verbeux et plus original, mais, comme je vous l'ai dit, ça se met un peu plus en scène, plus régulièrement en tout cas. On apporte des petits twists sympathiques et on profite surtout, rétrospectivement en réalité, hein, pour la Pixel Remaster ça se voit pas parce que les jeux se ressemblent un petit peu tous, mais on profitait à l'époque d'un changement de génération, la possibilité d'avoir plus de mémoire pour des textes, pour justement être plus précis dans la manière dont se déroulent les événements,
même si fondamentalement on raconte la même chose. Donc au tout début de l'histoire, on enquête sur les cristaux, et chaque cristaux c'est donc l'occasion d'avoir une belle brochette de jobs. Alors, les jobs dans Final Fantasy V, c'est un petit peu la grosse nouveauté du jeu par rapport au précédent Final Fantasy. C'est un petit peu là qu'on va développer, qu'on va apporter à son paroxysme ce principe-là. Chaque personnage a accès à une énorme brochette de compétences, qu'elles soient principales ou secondaires, en fonction du job que vous avez choisi. Paladin, ninja, samouraï, mage noir, mage blanc, mage bleu, rôdeur, qui sont plein de noms qui peut-être font tilt chez vous si vous aimez Final Fantasy. Et l'intérêt, quand on change de job, c'est de pouvoir conserver certaines compétences que vous auriez débloquées en avançant le niveau de maîtrise des jobs, pour les coller avec votre nouveau job pour faire des combinaisons. L'exemple le plus bateau qui est donné systématiquement et qui est donné dans le tuto du jeu, c'est d'avoir un mage blanc. Tu maxes les compétences du mage blanc, tu changes, tu deviens paladin, tu lui mets des compétences de magie blanche, ce qui fait que tu te retrouves avec un paladin qui se défend bien et qui est capable de se soigner. Voilà, c'est tout bête. Donc ça va être pour finir le jeu, de bien comprendre comment est-ce qu'on fonctionne le système de job. Ça va être pour avoir les trophées peut-être les plus compliqués qui sont liés en fait à détruire deux boss complémentaires, des true last boss. Mais là, dans l'immédiat, moi j'ai le focus sur le mage bleu et sur le dresseur qui est à faire. Parce que dès que je vais les obtenir, il va falloir que je capture plein de magie bleue. Et pour ce faire, parfois, c'est beaucoup plus simple, c'est même indispensable en fait, de capturer les adversaires pour les mettre dans son camp et attaquer avec eux sur sa propre équipe pour pouvoir apprendre des magies bleues. Il y a deux trophées qui sont liés en réalité aux magies bleues. Il y a mage bleu débutant, donc qui consiste à apprendre 10 magies bleues, et il y a mage bleu chevronné, qui consiste à apprendre donc tous les sorts de magie bleue. Concrètement, il y a beaucoup de trophées du jeu qui se débloquent assez facilement au fil de l'aventure. Il y a ceux qui sont liés à l'histoire, Chocobo noir mythique, vestige d'une ancienne civilisation, espérance, essence de la terre, vers un autre monde, sentiment confié, et le terrible passation de pouvoir. Il n'y a pas vraiment à se poser des questions sur ces trophées, on les a quand on avance dans l'histoire, ça me va, et tout pareil, hein, sur le chemin, pendant mon aventure, je vais très facilement récupérer des trophées intermédiaires. C'est des trophées qui sont là juste avant que vous débloquiez ceux qui nous intéressent et qui sont manquables, comme avoir tous les trésors, ou tous les objets, ou plein d'argent. Ces trophées intermédiaires sont apprenti chasseur de trésors, que j'obtiens après avoir eu 10% des coffres, chasseur expérimenté pour 50% des coffres, bestiaire rudimentaire pour 10% du bestiaire, bestiaire partiel pour 50% du bestiaire, petite fortune pour avoir gagné 10 000 guilds, grande fortune pour en gagner 100 000, apprenti combattant pour avoir vaincu 100 monstres, et combattant expérimenté pour en avoir vaincu 1000. Parmi ces trophées, ceux qui vont me réclamer le plus d'attention, ce sont donc effectivement les fameux paliers ultimes. Combattant légendaire pour vaincre 2000 monstres, ce qui va se faire tout seul en réalité, hein. Surtout si on farm un peu beaucoup comme moi avec l'XP x4 quand on veut, il y a des petits moments de grind qui se font tout seul, et il se peut que très très vite on tue plein de monstres. Tout comme immense fortune, après avoir eu 500 000 guilds, si on le fait sans activer les aides de Quality of Life, ce sera plus long évidemment, mais avec le guild x4, ça va, tranquille, on se pose zéro question, pas la peine de farm plus que nécessaire. Enfin, dans le même ordre d'idées, il y a le vétéran aguerri qui va arriver tout seul, tout pareil, et qui consiste à avoir une équipe de niveau 50. Suffit juste d'avancer dans l'histoire et celui-là, vous l'aurez à 100%. Vous n'arriverez pas devant le boss final niveau 50, et bref, vous n'avez pas le choix. Maintenant, on va rentrer dans le gros du sujet, ceux qui réclament d'avoir toute mon attention et ceux qui pourrissent un petit peu, je trouve, le fun que tu puisses avoir sur ce Final Fantasy V, ou en tout cas pour le platine de ce Final Fantasy. Je peux manquer le 100% des coffres, je peux manquer le 100% des objets uniques, je peux manquer le 100% du bestiaire, le 100% des lieux à visiter et le 100% de magie bleue, bien évidemment, donc constamment j'ai un guide sous les yeux. Et oui, avec de la rigueur, ça passe.
mais je dois constamment garder en tête ce double check des coffres sur les listes des lieux et le bestiaire pour confirmer que tout est validé. À chaque fois que je suis à 2 doigts de changer une zone, je dois vérifier dans mon bestiaire que j'ai bien les monstres, je dois vérifier que j'ai bien visité tel ou tel endroit, parce que la vérité c'est que ça me ferait profondément chier de terminer le jeu et de me rendre compte que j'ai oublié de visiter une zone qui a complètement disparu à cause de l'histoire. Tout en sachant que la plupart des trophées ultimes arriveront à la toute fin de mon aventure. C'est-à-dire qu'il n'y a que quand vraiment j'aurai fini mes 30 heures que je saurai si j'ai débloqué les trophées ou pas. Ah oui, j'ai oublié pianiste prodige, mais bon ça va, c'est pas vraiment manquable. Il suffit juste d'aller jouer du piano à chaque fois. Voilà. C'est plutôt tranquille, c'est rigolo d'ailleurs de jouer du piano. Bien, le principal problème de ces trophées là, et pourquoi est-ce qu'ils sont manquables, c'est parce qu'en réalité, il y a des lieux uniques. C'est quelque chose qu'on avait déjà plus ou moins vu dans Final Fantasy 1, 2, 3, 4. Mais là, comme je vous ai dit, l'aventure elle est plus longue, donc il y a plus de lieux uniques. D'autant plus que le principal problème, c'est que vous avez certaines villes, donc pour tout ce qui est objet unique, ça va être plus compliqué, qui vont disparaître en fait pendant le scénario. Et alors là, pareil, je suis un peu à cran, faut bien faire attention, hein. Il y a un moment dans l'histoire, quand Exdes fait aboutir son plan, qui va faire en fait réunir tous les mondes de nos héros avec celui de Galuf, qui nous permet de débloquer certes le trophée lié à l'histoire vers le monde d'origine, mais disons qu'après ça, certains objets deviennent inaccessibles. Encore une fois, platine pas compliqué, mais aucun droit à l'erreur. Ou alors, faut aussi penser à faire souvent des sauvegardes, ce que je vais faire, parce qu'au cas où, on sait jamais, je vais remplir la liste des sauvegardes possibles. En réalité, ça se passe très bien pour moi. Je suis content d'avoir compris le système de mage bleu, enfin. Je monte tranquillement mes jobs au niveau max pour débloquer les trophées novices des classes, adeptes des classes et experts des classes. Ce sont d'autres trophées paliers liés à la maîtrise des jobs. Je débloque le job secret Mime auprès de Gogo, un boss caché qui réclame de ne rien faire. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais un mime ne fera rien si tu ne fais rien. L'occasion est donc parfaite pour débloquer un trophée lié, Gogo le mime, mais aussi l'opportunité à terme de maxer toutes les classes à minima sur un personnage pour obtenir la récompense ultime, maître des classes. Un truc qu'il faut maxer dès le début, hein. Si on n'y pense pas, après ça fait de longues sessions de farm pour pas grand chose, donc ça peut être vite casse-pied. Je continue ma petite histoire et on se rend très vite compte qu'il y a eu d'autres précédents héros qui ont tenté de vaincre Exdes à un moment. Donc me faut récupérer les armes des anciens guerriers, parce qu'après tout pourquoi pas. En tout cas c'est fortement conseillé, je peux finir le jeu sans, mais il y a un trophée qui est lié à la clé, armes légendaires, trouver les 12 armes légendaires. Plus on approche de la fin du jeu, et enfin arrive l'occasion de boucler certains trophées bien pénibles comme Explorateur infatigable qui était lui aussi ratable parce qu'il y a des lieux uniques et d'autres qui disparaissent pendant la fusion des mondes. Et oui, j'ai enfin toutes les magies bleues avec mage bleu chevronné après avoir terriblement serré des fesses. Tellement c'était mon angoisse, ces magies à la noix qui réclament que ton groupe subisse un sort qui ne fonctionne que si tes niveaux sont divisibles par X ou Y. J'ai tous les objets cachés aussi, avec des nicheurs d'objets qui sont également à moi, pour avoir passé au peigne fin toutes les villes à la recherche de trucs et de machins planqués dans des tonneaux. Et me reste donc à débloquer coffre, monstre et terminer le jeu pour en voir définitivement le bout. Neo Exdes est vaincu après de multiples interventions de Gilgamesh, et j'adore Gilgamesh. Je détiens le trophée 4 âmes pour avoir terminé le jeu, mais c'est pas fini. En fait, il me manque 2 monstres et un coffre pour avoir bestiaire et avoir tous les coffres. Et c'est normal. Vous inquiétez pas, je sais que c'est stressant parce qu'on a été rigoureux, mais c'est normal. Le jeu veut te faire claquer des fesses jusqu'au bout. Il y a un premier monstre manquant qui est Omega, c'est un boss secret récurrent des Final Fantasy. Après ça, c'est un gros robot qui tape comme un sourd et qui me demande de maxer mon équipe comme Jaja. Classe maîtrisée, stratégie défensive optimisée. Et en vrai, grâce au mime, ça passe. Le mime, c'est un peu pété comme job. Un monstre de plus dans le bestiaire et surtout, un trophée que je n'avais pas, engin surpuissant pour juste avoir battu Omega. Il nous reste enfin un dernier monstre et un coffre. Ça tombe bien, le dernier monstre et le dernier coffre sont ensemble. Hein. C'est coffre piégé, paf, true last boss. Bouquet final de ce platine, Shinryu.
il est juste avant le boss final. Donc c'est l'occasion parfaite de se faire bait en pensant en finir avec les coffres du jeu. Tu vois le dernier coffre, tu dis il m'en manque un, je l'ouvre et non, surprise. Oui, je me suis fait avoir et j'ai perdu lamentablement juste avant le boss final. Shinryu est beaucoup plus fort qu'Omega. Il tape beaucoup plus fort, plusieurs fois. Il encaisse les coups comme jamais. Et en fait, ce qui est cool avec lui et Omega, c'est que ce sont 2 examens finaux pour voir si tu maîtrises et que tu as vraiment compris le système de job de Final Fantasy V. C'est pas juste si tu l'as compris, c'est si tu le maîtrises en réalité. Parce qu'il existe plusieurs stratégies pour le vaincre, ça c'est vraiment cool. Mais tout passe par au moins 2 personnages qui seraient freelance. Finalement, la meilleure classe du jeu qui, lorsque tous tes jobs sont maîtrisés et que donc tu as débloqué le trophée pour avoir maîtrisé toutes les classes, permet de convoquer toutes les compétences de job via le freelance. Magilame est volé pour un personnage, mime pour les autres, histoire de mimer à l'infini les actions du premier. Et en vrai, Shinryu, il va pas tenir si longtemps que ça. Hein. Une fois vaincu, ça y est, je débloque le trophée Dragon Surpuissant, parce qu'évidemment, il y avait un trophée lié à Shinryu. Chasseur de trésors légendaires pour avoir eu tous les coffres. Bestiaire complet, parce que Shinryu était un monstre du bestiaire. Et bien évidemment, je débloque le trophée platine. Maître de Final Fantasy V. Voilà. Final Fantasy V, aujourd'hui, parmi les vieux Final Fantasy, j'ai pas encore fait le 6. Je me réserve le 6, on m'en a dit que du bien. J'ai pas encore fait le 6, mais je pense qu'actuellement, c'est vraiment mon préféré. Moi, je suis fan de Final Fantasy 3. J'ai adoré. Pour le moment, sur les vieux Final Fantasy de la période NES, le 3 est mon préféré. Je trouve qu'en termes de mécanique, c'est le plus intéressant. En termes d'histoire, peut-être pas, c'est très basique. Et ce qu'il y a de cool avec Final Fantasy V, c'est qu'il va encore plus loin dans la richesse de Final Fantasy 3 en termes de variété de gameplay, notamment avec son système de job qui est incroyable. Et en plus de ça, il se permet d'avoir eu un scénario qui est pas complexe, qui est pas fou, qui a pas des rebondissements de dingue, mais qui est plus profond, peut-être plus solide et mieux écrit que Final Fantasy 3. En fait, c'est vraiment Final Fantasy 3 en mieux sur tous les points. Et c'est ça que j'ai adoré. Je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer parce que c'est jamais que l'histoire de Final Fantasy 3 avec ces histoires de cristaux qui sont en train de mourir. Tu remplaces le nuage des ténèbres par Exdeath. C'est la même chose, un arbre qui remplace un nuage, bah super, la belle affaire. Mais il y a tellement d'éléments mémorables, je pense à Gilgamesh, à sa musique incroyable, ces sacrifices qu'il peut y avoir en plein milieu de l'aventure, cette histoire de double monde qui vont... Il y a une richesse qui est apportée à Final Fantasy V par rapport à Final Fantasy 3, qui font que j'ai profondément et sincèrement aimé cette aventure. Je ne m'attendais pas à ce que ce Final Fantasy, qui m'a l'air quand même relativement sous-coté dans l'histoire des Final Fantasy, surtout qu'il est entre 2 monuments, hein, le 4 et le 6, je ne m'attendais pas à autant l'apprécier. Il est tellement doux, tellement bon, tellement chill, mais un peu long, hein, je vous l'ai dit sur toute cette partie. Le fait qu'il soit quand même relativement long avec une structure de platine qui est similaire au précédent Final Fantasy, là je parle pour le 100% à proprement parler, fait que c'est un petit peu dommage parce que faire attention aux moindres trucs, ça apporte une certaine crispation et une certaine attention qui ne va pas trop avec l'expérience de base. Je pense que c'est un jeu qui mérite d'être pris de manière beaucoup plus chill, sans avoir à s'inquiéter de si on a loupé un trésor ou si on a loupé une magie ou si on a bien parlé au bon PNJ pour avoir les bonnes magies ou pour avoir les bonnes zones à piano, etc. etc. J'y reviendrai peut-être dans un prochain épisode, mais un de ces jeux dont l'obtention du platine va dégrader quelque peu l'expérience. Pas énormément, hein, c'est pas totalement contre-intuitif, mais ouais, c'est un peu compliqué. Faut vraiment avoir un guide sous les yeux pour rien rater. Faut aimer. Bon, à partir de maintenant, je suis désolé, il n'y a plus de platine à obtenir. J'ai obtenu les 2 platines qui me manquaient en terminant les jeux à 100% que j'avais déjà entamés. Mais il me reste quand même 2 jeux qui ne sont pas à 100%. Horizon Zero Dawn, j'avais énormément apprécié le jeu de base.
J'ai été très surpris, ça fait partie de ces jeux qui m'ont surpris parce que j'en avais des gros a priori, alors pas aussi gros que The Last of Us, mais qui à la fin, c'était une expérience plutôt sympa, le monde ouvert est très beau, l'histoire est très intéressante, j'aime beaucoup le postulat d'avoir un jeu post-apocalyptique, et le platine, dans les grandes lignes, c'est juste récolter tous les machins, faire tous les trucs. C'est pas pénible, les machins récoltés, ils sont cohérents avec la construction du monde et racontent un petit peu quelque chose en plus que ce que l'univers a à nous vendre de base, mais j'avais jamais fait le DLC. Et j'avais jamais fait ce qui avait été rajouté non plus en plus, à savoir un New Game Plus avec le ultra difficile, et ça m'angoissait quelque peu. Bon, je vous avoue que sur cette partie-là, spécifiquement sur Horizon Zero Dawn, j'avais un peu peur. Je suis pas un grand habitué des modes difficiles. Je dirais que majoritairement, mais c'est pas majoritairement, c'est quasiment tout le temps. En réalité, j'ai tendance à esquiver ce genre de mode-là parce que j'aime pas forcément les modes difficiles dans les jeux conventionnels parce que je trouve que c'est systématiquement mal fait. Plus de points de vie, pour les monstres en tout cas, ou moins pour moi, ou j'attaque moins fort, ou alors c'est les adversaires qui attaquent plus fort. Je trouve que c'est tout le temps systématiquement très mal équilibré. J'ai fini le jeu en normal à la base, et j'ai eu des moments de sueur, et surtout, j'avais la flemme de refaire un jeu qui m'avait déjà demandé 30 heures pour le terminer une première fois. Alors je me suis dit, 30 heures, dans une difficulté que j'assume être un peu mal équilibré, dur, hein. Mais en fait, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que prévu. J'ai été le premier surpris et je suis plutôt content que ça soit bien passé finalement. Et tout ça, c'est grâce en réalité au New Game Plus. Parce qu'en New Game Plus, je garde mes compétences. Et je garde surtout ma super armure qui a un bouclier. Ce qui me rend déjà nettement plus OP pour ne serait-ce que entamer le mode difficile. Disons que le début du jeu sera plutôt tranquille, hein. Ensuite, j'ai pas besoin de combattre en réalité dans 90% des cas. Ma run, ça va donc juste être moi qui court comme un fou, qui passe toutes les cinématiques, prend tous les choix désastreux et termine le jeu en 10 heures, une seconde fois. Voilà, 2 trophées débloqués, nouvelle partie plus terminée et ultra difficile terminée. Le plus dur en fait. C'est surtout de se remettre dans le bain. C'est surtout de réapprendre comment est-ce qu'on joue à Horizon Zero Dawn. C'est vrai que les débuts sont un petit peu chaotiques, mais après ça va tout seul. C'est pas un jeu fondamentalement compliqué. Et j'irai même plus loin, c'est un jeu qui est bien pensé. Je vais donc cette fois-ci relancer une ancienne sauvegarde pour éviter de continuer à faire le DLC en ultra difficile, parce qu'il faut pas exagérer, tant qu'à faire on va se la faire à la cool. J'en avais une juste avant le mode normal, parce que figurez-vous que Horizon Zero Dawn, cette fois-ci sur mon ancienne console, j'avais le PlayStation Plus Extra à ce moment-là, donc ma vieille sauvegarde est dans le cloud, et je vais m'attaquer au DLC Frozen Wilds. J'avais déjà débloqué quelques trophées auparavant, comme la voix des chamans empruntée, 5 attaques en sautant de la monture, et toutes les compétences de The Frozen Wild. Je les avais fait au pif pour certains, et juste en jouant au jeu de base pour d'autres, parce que quand t'achètes le DLC, en fait, il est inclus dans l'expérience de base, sans que tu fasses vraiment attention. Quand t'achètes le DLC, t'as aussi accès aux compétences. Donc j'ai débloqué des compétences de Frozen Wild. Une fois sur place, j'ai donc repris mes bonnes vieilles manies de devoir récupérer les collectibles en premier. Parce que c'est pas marrant de récupérer des collectibles. Je fais un peu de farm de peau de blaireau pour obtenir la dernière carte de figurines d'animaux que je n'avais pas encore obtenue, et c'est parti. Une des nouveautés de ce DLC, ce sont les tours de contrôle. C'est des ennemis un petit peu particuliers qui permettent d'avoir, une meilleure synergie entre les monstres qu'il y a autour, et qui donnent l'occasion de combat contre des robots un petit peu particuliers. Donc, je vais désactiver toutes les tours de contrôle. Ensuite, j'ai tous les pigments qui sont trouvés, et je fais un premier échange de cristal bleu. Il y a dans la zone qu'un seul grand coup que j'avais déjà trouvé sur ma précédente partie. Du coup, on le regroupe avec d'autres activités à réaliser pour débloquer le trophée toutes les activités terminées, incluant donc une zone de chasse et le seul camp de bandits à ravager, que j'avais déjà ravagé lui aussi précédemment. Oui, j'avais tenté 2-3 trucs parce que j'avais pas capté en fait que c'était ça le DLC. Je suis vraiment arrivé par hasard, hein. Voilà, tranquille, hein. Comme ça on s'embête plus, on va pouvoir revenir tranquillement à l'histoire du DLC qui est considéré comme une quête annexe. Par ailleurs, ce n'est pas une quête principale. C'est un peu ce qui m'avait, on va dire, induit en erreur
pour y aller un petit peu au pif parce que je pensais que c'était vraiment une suite de quêtes annexes. On est donc en haut du terrain de jeu sur la map de base, lieu que l'on apprendra plus tard être anciennement connu sous le nom de Yellowstone. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais les États-Unis, ils attendent une catastrophe là-bas depuis toujours. C'est une vraie histoire, C'est pas, pour le coup, c'est vrai que Yellowstone est très surveillé en termes de géothermie pour savoir si ça va péter ou pas. Et c'est plus ou moins ce qu'il se passe dans le jeu. Un gros volcan en colère, une montagne qui ne se calme pas et une intelligence artificielle qui est prise pour un dieu. On est toujours dans cette vibe très post-apo d'Horizon et j'aime beaucoup cette direction artistique et les idées qui sont amenées. Même si tu sens que quand même, c'est juste un DLC quoi. On étend la durée de vie, mais faut pas s'attendre à de grands bouleversements. Donc je vais réaliser toutes les quêtes du DLC, parce que c'est indispensable pour faire la lumière sur les événements. Inondation réglée et quant à lui esquivable mais pas manquable. Techniquement j'aurais dû le faire en même temps que la quête principale parce que c'est des trophées qui sont un petit peu liés. Mais allez savoir pourquoi quand j'avais commencé le DLC et que j'étais un petit peu parti bille en tête que finalement on s'en fout de cette partie là. J'ai oublié d'aller plus loin et de réaliser la dernière petite énigme pour avoir le trophée lié inondation réglée. C'est pas grave, je le ferai. Là je vous le montre maintenant, mais en réalité je le fais à la toute fin du DLC, c'est un des derniers trophées que j'ai obtenu. Défi d'Ikri est lié à une quête secondaire. Et enfin, une fois le petit scénario terminé, on obtient montagne conquise. En fait, on se rend compte surtout que toutes nos affaires ici étaient surtout l'occasion d'introduire Héphaïstos, une intelligence responsable des événements d'Horizon Forbidden West. Donc c'est une belle introduction, enfin c'est sympathique en tout cas de nous introduire de futurs événements, et personnellement ça m'a donné un peu envie de faire le deuxième épisode. Un peu plus tard, parce que comme beaucoup de jeux, s'enchaîner le même style de gameplay sur 2 épisodes d'affilée, c'est toujours un peu compliqué. Enfin bon, il ne me reste donc plus qu'à clean ce qui reste à clean. Je dois finir les requêtes de Varga pour améliorer au maximum les nouvelles armes du DLC. Et je dois finir les quêtes secondaires pour toutes les quêtes terminées. Et enfin, je vais boucler la seconde portion du DLC, qui est en fait, on va dire une portion à part du DLC, qui n'est pas liée au 100% de Frozen Wild tout à fait, et qui sont liés aux robots et à leurs défis. Bon, dans cette liste de trophées, le seul qui m'aura demandé un petit peu de temps, parce que j'avais pas forcément trop compris comment est-ce que ça s'organise, c'est 5 types de machines réparées. J'aime pas trop la mécanique de hack des machines, je m'attendais à devoir hacker, puis à en soigner quelques-unes, mais finalement non, il suffit juste de se téléporter à différents endroits de la carte du jeu pour changer la monture de base, la taper, la réparer, recommencer. Et normalement, avec tout ça, on arrive sans trop de mal au niveau 60. Eh bien, écoutez, j'en ressors avec une expérience peut-être enrichie. Le gameplay d'Horizon Zero Dawn est très bon. Tellement bon que j'en viens à regretter finalement qu'on ait à ce point étendu l'expérience et dilué l'expérience de jeu dans cet open world. Parce que refaire le jeu en New Game Plus était finalement très agréable et m'a fait me rendre compte que si le jeu avait été linéaire et s'était concentré sur son histoire, j'aurais peut-être plus apprécié encore. Parce que ça allait vite, on a été droit à l'essentiel et j'ai kiffé aller vite et aller droit à l'essentiel. C'est le problème, c'est que c'est un monde qui n'existe que pour Aloy. C'est le principal problème des open world modernes et dans lequel tombe malheureusement aussi Horizon Zero Dawn. Le DLC quant à lui est un très bon DLC qui reprend l'essence de Horizon Zero Dawn. J'irais même jusqu'à dire que sur certains points il est plus intéressant, notamment sur la dilution de l'expérience, parce qu'on est sur une fraction de cette expérience d'Horizon Zero Dawn qui est peut-être un petit peu plus condensée que le jeu de base. Maintenant voilà, en termes de scénarisation c'est pas dingue, ça reste qu'un DLC. Ok, on nous introduit Héphaïstos qui arrivera de manière peut-être un petit peu plus frontale dans Horizon Forbidden West, mais c'est pas fou quoi, c'est de la hauteur, comme l'indique très bien d'ailleurs l'interface du jeu, c'est à la hauteur d'une quête annexe. Faut avoir aimé les quêtes annexes, c'était sympa, mais sans plus quoi, mais au moins c'est fait, j'ai clean Horizon, 100%. Ah, Strobot, c'était mon petit GOTY de l'année dernière et je l'ai platiné Day One. Dès que j'ai reçu le jeu, je suis allé à
fond les ballons. J'ai tout fait ce qu'il y avait à faire, j'ai adoré Astro Bot. Sauf qu'entre temps, en un an, il y a eu pas mal de petits DLC gratuits qui ont progressivement fait passer mon joli 100% avec Platine à un truc comme 70% de l'expérience. Il va donc falloir faire tous les DLC. Il y a eu 4 DLC supplémentaires à Astro Bot. Un centré sur du speedrun, le circuit stellaire, un plutôt thématique, le festival hivernal, donc comme son nom l'indique, c'est la fête de Noël, et 2 qui sont plutôt des thématiques de défis, les néants malveillants. Je vais commencer par l'hivernal, qui est surtout un niveau cadeau, on va dire, avec des petits défis, c'est vrai, mais surtout plein de trucs à collecter, qui est totalement dans la veine du jeu de base, où il y a vaguement des options de plateforme et beaucoup de trucs à récolter. C'est plutôt facile de tout obtenir en une seule fois, suffit juste de jouer au jeu en fait. Seulement 3 trophées, mais hyper cool, et en plus c'est gratuit, alors on prend. Puis surtout, ce premier passage dans le jeu, alors c'est pas le premier DLC à proprement parler qui était arrivé, je crois que c'est le deuxième si je dis pas de bêtises. Il est cool parce qu'il me permet de me remettre dans le bain de comment est-ce qu'on joue à Astro Bot. C'est pas le jeu le plus compliqué du monde, mais en un an, voilà, t'es un peu rouillé, t'as peut-être un petit peu oublié quelques petites subtilités, et ce DLC hivernal te permet de te remettre dans le bain tranquillement, sans avoir besoin de te brusquer ou quoi que ce soit, et puis de te dire ok c'est bon, j'ai vu comment est-ce que ça se rejouait, on va passer à la suite. Les circuits speedrun sont largement accessibles. Terminer les niveaux vite, oui, sur le coup ça peut faire un petit peu peur, mais il n'y a pas à se préoccuper de collectibles, suffit juste d'aller le plus vite possible pour avoir les 2 robots à la fin, et surtout le jeu a énormément de largesse, il suffit juste de pas se gourer, et normalement vous arrivez en premier. Et j'ai envie de dire, hormis quelques petits accros pas bien méchants, c'est souvent du first try tout du long, donc hop, 6 trophées de plus. Me reste donc ce qui me demandera le plus de temps, et encore, ça va, il m'a respecté mon temps, c'est les circuits malveillants. Les niveaux du néant malveillant, on va dire qu'ils reprennent l'idée des niveaux de défi qui étaient sur le jeu de base, et qui consistent en un enchaînement d'obstacles plus ou moins compliqués, mais avec une thématique liée à un objet. On a par exemple tout un niveau basé sur le chien qui va très vite tout droit, tout un niveau sur la poule fusée qui vous permet de sauter très très haut, ou des niveaux sur les lunettes de réalité virtuelle qui vous permettent de ralentir le temps. C'est pas bien méchant, c'est relativement simple dans la construction, mais la difficulté peut être variable. Ça demande de recommencer régulièrement, c'est des niveaux très die and retry. Une fois que tu as compris quelle était la difficulté propre à chacun des obstacles, en général tu passes l'obstacle, tu meurs sur le suivant, mais t'as compris comment il fonctionne et rebelote jusqu'à ce que t'arrives à la fin. Cela dit, j'ai quand même rencontré une certaine difficulté sur certains objets qui m'ont demandé peut-être un petit peu plus de temps que les autres et qui sont en général des niveaux liés à des objets qui utilisent les options de motion gaming de la DualSense. Alors, j'aime beaucoup Astro Bot dans le fait qu'il puisse exploiter à fond les ballons la DualSense, mais mon ennemi de toujours, ça a été quand on me demande de réaliser des mouvements en réel, parce que je trouve pas ça hyper efficace. Alors dans le cadre d'un niveau plutôt chill, comme dans n'importe quel niveau du jeu de base, quand on t'offre ces objets là en particulier, j'ai zéro souci. Oui, on te demande de la précision, mais t'as le temps en général. Sauf que là, dans le néant malveillant, la plupart du temps, quand on te donne des obstacles à réaliser en motion gaming, t'es systématiquement dans une situation d'urgence, comme par exemple avec des sortes de rails électriques qui te foncent dessus. Et en général ça finit plutôt très mal parce que je trouve que c'est pas extrêmement précis et c'est un problème. Enfin bon, je dis un problème, j'ai dû me buter peut-être 1 heure sur un niveau à un moment, ça m'empêche pas d'arriver rapidement au bout des différents niveaux et donc de débloquer les trophées liés, qui d'ailleurs ne réclament absolument pas une quelconque performance. Faut vraiment juste terminer les niveaux. Et voilà, trophée. Ne m'en reste plus qu'un qui pour le coup fait office de boss final de Astro Bot, maîtrise du Megamix. C'est un niveau long qui enchaîne différents objets, parmi peut-être
Non pas les compliqués à maîtriser, mais celui qui sont, on va dire, les plus représentatifs de l'expérience Astrobot, dans un enchaînement de micro-obstacles qui se réalisent parfois à la frame, demandent de bien connaître et les mécaniques du jeu et le fonctionnement de certains boss pour pouvoir en arriver au bout. Je vous avoue que c'est pas celui qui finalement m'a demandé le plus de temps. Ça m'a demandé un certain temps à tryhard, mais comme il n'y a pas de trucs liés au motion gaming, on va dire que là ça s'est plutôt bien passé. Il y a quelques petits skips à pouvoir intégrer si on veut se faciliter la vie en réalité, parce que bon, il y a des endroits où il n'y a pas besoin non plus d'affronter les obstacles. Hein. Le jeu est assez, on va dire, souple sur votre façon de jouer et la manière de pouvoir esquiver certains obstacles. Donc j'en profite. Il y a quelques petits guides pour vous aider si vraiment vous en avez besoin sur internet. Mais en vrai, ça se fait tout à fait. Il y a Sephiroth à la fin. Je suis content d'avoir Sephiroth. Et écoutez, c'était vraiment trop bien, Astrobot. C'est des trophées supplémentaires? T'as rien à payer de plus pour le GOTY de l'année dernière? Non, franchement, merci. Ça fait du bien. Il y a des bonnes doses de défis. En plus, ça va un cran plus loin que ce que l'expérience de base avait à proposer. Non, franchement, j'ai adoré et je vais suivre avec grand intérêt tout ce qui va être produit par la team Asobi à l'avenir. Parce qu'ils ont de l'or entre les mains, ils ont un savoir-faire et je veux voir jusqu'où ils seront capables d'amener tout ça. C'était une super expérience. Et j'ai 100% de complétion sur mon compte. Je vais enfin pouvoir passer à d'autres jeux. C'était une bonne expérience que de me relancer dans ce compte-là, de faire des 100%, faire des choses auxquelles je m'attendais pas forcément non plus, comme le New Game Plus d'Horizon Zero Dawn. Je ne m'attendais pas à ce que finalement le ultra difficile ne soit pas si difficile que ça. Je ne m'attendais pas à ce que les DLC d'Astrobot soient aussi incroyables. Je ne m'attendais pas à aimer différemment Visions of Mana et l'aimer peut-être un petit peu plus que de base. Je ne m'attendais pas à découvrir un grand Final Fantasy après avoir surmonté la difficulté qui m'avait fait rage quit et abandonner carrément le compte. Ok, il m'en faut peu pour abandonner les choses, mais je vais essayer de me maintenir, je vais essayer de continuer tout ça. J'ai entre-temps platiné d'autres jeux que je vous présenterai sur cette chaîne. Je vous invite à me dire si cette première vidéo vous a plu. Je sais bien qu'il y a des choses qui sont pas parfaites. Je me doute bien qu'il y a plein de pistes d'amélioration, donc du coup je compte sur vous. Merci à toutes celles et ceux qui font ce petit effort et merci à vous qui avez regardé cette vidéo. On se retrouve peut-être le mois prochain si j'arrive à m'en sortir. Non, plus tôt que ça quand même, parce que j'ai pris un retard phénoménal. Ça fait un mois que cette vidéo elle est en production. La prochaine, je vais vous parler, je pense, de 3 jeux vidéo du PlayStation Plus qui sont faciles à platiner. Allez, ciao tout le monde, bye bye.